Aurélie Trouvé. Bonjour Pierre-Jacques Martin. Merci Aurélie d'avoir accepté à nouveau mon invitation, puisqu'on t'avait reçu, je t'avais reçu avant l'été. Aurélie, tu es porte-parole d'Attaque. Tu viens de publier le blog Arc-en-Ciel pour une stratégie politique radicale inclusive aux éditions de La Découverte, un livre où il est beaucoup question de radicalité. Tu écris d'ailleurs que la radicalité est un facteur d'inclusion. En ce moment, on voit beaucoup de commentateurs, de politiques d'ailleurs aussi, dire que la radicalité d'un Zemmour et celle d'une Sandrine Rousseau serait à peu près la même. Qu'est-ce qui recouvre selon toi ce terme de radicalité ? La radicalité, c'est l'idée de remettre en cause les racines du système. Alors évidemment, c'est dans quel sens? Et c'est là que, évidemment, la radicalité que l'on défend, évidemment, n'a rien à voir avec celle d'un Zemmour ou d'une Marine Le Pen, si tant est qu'ils veuillent mettre par ailleurs en cause les racines du système. Parce que ce qu'ils veulent faire plutôt, c'est approfondir le système tel qu'il existe. Bon, ce que nous, on souhaite, c'est changer les racines du système pour qu'il réponde à l'urgence sociale, écologique et démocratique. Et en particulier, la question de la solidarité internationale, qui est évidemment radicalement opposée aux valeurs portées par l'extrême droite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même à utiliser de cette terminologie, de ce vocabulaire, de la radicalité? Est-ce que ça risque pas de faire peur une partie de l'électorat? Je pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de radicalité. On ne répondra pas aux enjeux actuels sans radicalité, sans remise en cause des racines du système. Puis il y a un besoin aussi de répondre à ces aspirations qui ont été exprimées dans les mouvements sociaux, chez les Gilets jaunes, dans leurs slogans et dans leurs revendications, mais aussi les féministes qui disent « nous sommes fortes, féministes radicales et en colère », les jeunes qui disent « changeons le système, pas le climat ». En fait, ce sont les mouvements sociaux, écologiques qui portent avant tout la radicalité. Et le problème, il est précisément qu'on n'a pas de... c'est pas qu'on n'a pas, c'est qu'on a une partie de la dite gauche et dite écologie qui n'a pas compris ça et qui essaye d'aller un petit peu sur les terres de la droite ou en tout cas centriste et c'est un échec complet parce que aujourd'hui ça ne répond ni aux aspirations ni aux besoins du moment. C'est-à-dire qu'on ne répondra pas à ces enjeux sans ça. Donc, et par ailleurs, on a quand même un gouvernement qui a été une présidence qui a été celle de François Hollande, qui a complètement galvaudé les idées de la gauche, justement par manque total de radicalité. Donc il est urgent de reconstruire une gauche écologique sur cette idée de remise en cause des racines du système. Il faut changer le système et c'est pas des mesures à la marge. Encore une question avant d'en venir à ton livre, évidemment, sur l'événement du week-end dernier et de la semaine qui va arriver encore, la primaire des écologistes. Rousseau-Jadot, qualifié pour le second tour de la primaire des écologistes, c'est deux manières totalement différentes de penser l'écologie, d'après toi? Sensiblement différente, c'est clair, puisque je pense que dans un cas, qui est celui de Yannick Jadot, c'est l'aménagement, justement, à la marge du système, qui me semble très inopérante, justement, face aux enjeux écologiques, quand il dit on peut faire avec l'économie de marché et la libre entreprise, je le cite, il se plante complètement. Puisqu'en fait, il faut notamment s'attaquer frontalement aux intérêts des multinationales et précisément réguler drastiquement ces multinationales, faire reculer l'économie de marché et in fine s'en prendre au système capitaliste tel qu'il est aujourd'hui, puisque ce capitalisme a tendance justement à faire avancer toujours plus les frontières du marchand. Il faut les faire reculer, donc c'est à l'inverse de ce qu'il dit. Et dans l'autre cas, on a cette vision de radicalité, de remise en cause des racines du système. Donc c'est deux façons de voir l'écologie politique très différentes. Alors dans ton livre, justement, tu proposes une alliance arc-en-ciel un peu sur le modèle de la Rainbow Coalition qui avait rassemblé aux États-Unis, justement, c'était en 1969, de nombreuses associations de lutte contre la ségrégation raciale et sociale. Tu prends aussi l'exemple du MAS qui a permis l'arrivée au pouvoir d'Evo Morales en Bolivie, ou même des travaillistes britanniques qui ont su justement articuler la question sociale et politique. On parlait de Sandrine Rousseau il y a quelques instants. Est-ce que c'est pas ça, finalement, ton projet ? Après tout, quand on regarde le parcours d'une Sandrine Rousseau, elle vient de l'écologie, du féminisme, elle articule son projet autour de la question sociale, écolo, décoloniale, elle se place dans une perspective intersectionnelle. Ça ressemble un peu à ce que tu proposes, j'ai l'impression. Oui, mais pour moi, donc c'est pas une personne déjà. C'est tout le problème de la présidentielle par ailleurs. C'est comment on crée du collectif. Ça passe d'abord par des luttes communes entre les mouvements sociaux,
et ce qui relève des partis politiques, des mouvements politiques. On l'avait testé dans la marée populaire, mais aussi on s'est retrouvé dans le mouvement des retraites, même si c'était quand même bien drivé par les syndicats. La manifestation du 12 juin contre l'extrême droitisation de la société. Là, on a vraiment eu une mobilisation commune aussi. C'est d'abord dans les luttes que ça se fait. Et il y a ce besoin il y a ce besoin surtout disons, de sortir d'une défiance mutuelle, d'une part des mouvements sociaux vis-à-vis de la politique, qui est d'ailleurs une défiance plus générale de la population vis-à-vis de la politique et qui d'ailleurs amène au taux d'abstention, je pense, actuel qu'on a connu pour les régionales. Mais il y a aussi besoin du côté des partis politiques de sortir de l'idée d'instrumentalisation ou d'indifférence vis-à-vis des mouvements sociaux. Et là, il y a besoin de converger. Après, il y a une autre question qui est celle de repenser un appareil politique qui inclut les aspirations des mouvements sociaux. Ça, on va y revenir. Mais dans le modèle justement de ce que tu appelles l'alliance arc-en-ciel, on voit aussi un peu un début de quelque chose qui y ressemble quand tu t'associes ou tu participes de la création de Plus Jamais Ça, par exemple, qui mêle Oxfam, la CGT, Greenpeace, Attac, dont tu es la porte-parole. C'est déjà... Ça apparaît, on a l'impression que c'est déjà une première pierre portée justement vers ce bloc arc-en-ciel. Il manque pourtant autour de la table le politique. Comment justement tu penses cette articulation du politique et du social? Comment on fait en sorte précisément de ne pas aller dans les travers de ce que tu évoques? Comment le politique ne récupère pas les ONG, les associations, leurs combats? Comment ça s'articule cette alliance du politique vers le social? Alors c'est toute la difficulté, c'est que moi par contre je prône l'autonomie des mouvements, des organisations syndicales et associatives, ce qui n'empêche qu'il y a plein de militants qui vont de l'un à l'autre, ce qui n'empêche qu'il y a des luttes communes, et je pense qu'aujourd'hui ce qui manque encore, c'est aussi que les mouvements sociaux, par leur créativité, leur puissance, quand même tout de même, ce qui manque, c'est qu'ils arrivent à irriguer, à démocratiser les partis politiques et plus globalement les institutions. Et on voit bien qu'il y a un paradoxe, c'est que d'un côté, il y a des mouvements sociaux qui, à mon avis, depuis 10 ans, je dirais qu'il y a un cycle de 10 ans, depuis le début des années 2010, avec l'occupation des places publiques, Occupy Wall Street, les indignés, etc., les gilets jaunes, le mouvement climat, féministe, contre les violences policières, il y a tout un cycle de mouvements sociaux quand même relativement fort, y compris jusqu'au mouvement des retraites de 2019-2020, où il y avait toute une diversité tactique, plein de gens qui se sont mobilisés. Donc il y a des mouvements assez forts. Il y a des idées de gauche qui sont finalement assez fortes dans la société. Quand on regarde, il y a les sondages, il y a tout un tas d'indicateurs, de travaux de sociologues qui montrent que la gauche est très présente au niveau des idées. Et pourtant, côté offre politique sur plan électoral, eh bien, on voit que on a des difficultés à voir aux prochaines élections une force pour l'instant, une force qui l'emporte et qui change la société. Je dis bien pour l'instant, et qui arrive à rassembler toute la famille de la gauche écologique radicale. Voilà, et il y a ce paradoxe-là, et ce que je pose comme hypothèse dans le livre, c'est que ces mouvements sociaux peuvent irriguer par leur créativité, mais aussi par leurs alliances. Quand je dis arc-en-ciel, il y a le rouge des traditions syndicales communistes, le vert des mouvements écologistes, le violet du féminisme, le jaune des insurrections populaires avec toute la question de la démocratie portée par les gilets jaunes, et puis le multicolore des luttes antiracistes, LGBTQ+, etc. Et cette alliance arc-en-ciel, elle se construit en ce moment dans les mouvements sociaux, et il faut espérer que ça irrigue le politique au sens électoral. Tu as utilisé beaucoup le mot créatif, de créativité. Tu as parlé de toutes ces mobilisations qui ont su faire émerger de la créativité. Tu l'as écrit, le moment est venu d'être créatif. Et j'ai eu en tête, en te lisant justement là-dessus, des collectifs que j'ai pu observer de près. Je me souviens de l'Appel et la Pioche avec leurs élections de supermarché, le collectif Jeudi Noir avec ses occupations festives de locaux vacants, Nuit debout, tu as cité plein d'autres mobilisations. C'était créatif, moderne et innovant. Certains, justement, issus de ces milieux-là, associatifs, militants, syndicaux, dans les ONG, ont fait le pari. Et on fait le pas vers le politique. Il y a Julien Bayou de Jeudi Noir, Yannick Jadot de Greenpeace, Manon Aubry d'Oxfam, Leïla Chaibi, l'Appel à la Pioche de Jeudi Noir. Qu'est-ce qui a manqué pour que ça marche? Qu'est-ce qui a manqué? Je pense qu'il manque des luttes communes. Il manque aussi une réelle transformation des appareils, entre guillemets, des appareils politiques. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui vont dans des appareils politiques que ça change l'appareil politique. Donc il y a peut-être, il y a besoin aussi qu'on en arrive jusqu'à la transformation et l'évolution profonde de ces appareils politiques par irrigation, je dirais, des mouvements sociaux, quoi. Bon, il y a aussi que et je dis pas que c'est que de la faute des partis politiques. Je pense qu'il y a un problème aussi côté mouvements sociaux, de ce rejet
enfin cette idée que le politique au sens électoral du terme c'est mal, c'est pourri, de toute façon c'est tous les mêmes. Et à un moment donné, je veux dire Marine Le Pen, on l'aura au pouvoir quand même très probablement dans quelques mois, qu'elle soit au pouvoir ou qu'elle soit indirectement au pouvoir par les idées qu'elle porte et qui seront reprises par la droite dure. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et à un moment donné, on est quand même complètement concerné en tant que mouvement social, quoi. Sur la question démocratique, justement, tu fais le constat d'un échec, tu viens d'en parler, ou de failles démocratiques au sein des organisations associatives, politiques, syndicales, notamment pour favoriser aussi ce que tu évoques dans ton livre, le renouvellement en politique. C'est quoi la solution? Toi, tu fais des propositions dans ton livre, tu parles, allez, si je résume bien, un tiers dans cette organisation, en tout cas dans ce bloc arc-en-ciel, s'il devait émerger, peut-être innover en matière de démocratie interne, avec un tiers issu du mouvement social, un tiers issu du mouvement politique, un tiers tiré au sort. Ouais. D'ailleurs, je porte beaucoup l'idée du tirage au sort parce qu'on l'a. Alors, bon, je le dis avec modestie, mais c'est vrai que dans Attac, pour le coup, je viens d'une association qui a vécu les conséquences d'un manque de démocratie. Je veux dire, en 2006, Attac est disons à son apogée, mouvement altermondialiste, 30 000 adhérents, enfin voilà, il y a toute une effervescence autour d'Attac et badaboum, c'est une fraude électorale, voilà. Et en fait, on a reconstruit Attac petit à petit. Et du coup, en faisant le pari d'une démocratie radicale, alors je dis pas, il y a encore des limites, mais on a en tout cas essayé d'innover. Notamment, on a une part de tirage au sort, voilà, pour le rapport d'orientation. Enfin, il y a tout un tas de mécanismes qu'on a essayé de mettre en place pour démocratiser l'organisation. Et c'est vrai que moi, ça m'influence beaucoup aujourd'hui. Et je pense que, et encore, bon, ça n'est qu'Attac. Il y a un tas d'expérimentations aujourd'hui dans les mouvements. Les ânes, Nuit debout, enfin voilà, les gilets jaunes, etc. ont expérimenté tout un. Alors il y a tout n'est pas à reprendre évidemment, mais je pense qu'il faut pouvoir s'en inspirer. Alors par ailleurs, je fais quand même la critique des mouvements gazeux parce que pour le coup, je pense que voilà, il faut pouvoir savoir qui est élu, par qui représente qui. Y compris quand c'est du tirage au sort, voilà, et que les choses se passent de manière assez claire pour les adhérents. Donc je suis pas non plus une super grande fan des mouvements gazeux. Mais par contre, je pense que dans ces mouvements-là, Gilets jaunes, etc., il y a eu des choses extrêmement intéressantes du point de vue des processus démocratiques. Planifier, relocaliser, socialiser, ce sont les trois leviers sur lesquels s'appuierait le bloc arc-en-ciel, selon toi. Dans le même temps, tu écris que l'unité pour l'unité, ça n'a pas de sens. Est-ce que tu crois qu'il y a aujourd'hui une majorité d'idées pour faire ce bloc commun, ou est-ce que les désaccords sont insurmontables à gauche? Moi, j'en suis convaincue. Alors, je vais prendre la question de l'Europe, par exemple. Tout le monde se frite sur l'Europe. Et je pense qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si par exemple, je vais prendre une question très simple, celle de on ne veut plus manger d'aliments traités avec des pesticides, qui ont été issus de produits agricoles traités avec des pesticides. Fort bien. Bon, donc on peut en interdire l'utilisation sur le sol français. Mais enfin, si on apporte d'autant plus d'aliments traités avec des pesticides, ça ne règle pas le problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut désobéir à un moment donné aux règles européennes. Là, en l'occurrence, ça veut dire, par exemple, interdire l'importation de tel et tel produit parce que ça n'a pas été traité de la manière dont on le souhaite vis-à-vis de la santé humaine. Ça veut dire désobéir aux règles européennes. Et je pense qu'il faut le prendre de manière pragmatique, c'est-à-dire voilà notre projet. Moi, je pense je mets en avant les besoins socio-écologiques, ce qu'écrivent mes collègues Cédric Durand, Razmik Kocheyan sur partir de ces besoins socio-écologiques, planifier et les définir démocratiquement avec un grand débat, pourquoi pas une grande convention citoyenne, etc. Les définir, partir ensuite sur les objectifs liés à ces besoins, mettre en place les instruments de politique publique en mettant en lien l'État, qui doit être lui-même refondé démocratiquement, les collectivités locales, les communs, c'est-à-dire aussi relier avec ça les associations, les coopératives, leur donner de la place dans cette atteinte des besoins. Et là, par exemple, vous répondez aussi à un autre débat de la gauche, qui traverse la gauche, qui est étatiste versus pro-commun. Ça, par exemple, je pense aussi que c'est tout à fait reliable. C'est-à-dire une puissance publique qui, un, s'appuie sur les collectivités locales et deux, s'appuie sur aussi tout ce tissu, ce réseau d'associations, etc. Il n'y a pas de contradiction. Donc je pense qu'à un moment donné, on peut réussir à se relier, comme on a fait aussi dans Plus jamais ça. On le montre à travers un plan de rupture avec des dizaines de mesures qu'on a écrites de
la CGT à Greenpeace, quoi. Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a de quoi converger sur un programme commun radical. Alors voilà, le levier, moi, c'est la planification, parce que je pense qu'on ne fera pas sans une vision de long terme où la puissance publique a un rôle central, mais pas unique. La relocalisation, parce que pour moi, c'est l'idée aussi de répondre à ce besoin de territoire, mais aussi de s'extraire des marchés internationaux et de renverser la question du protectionnisme. Moi, je préfère largement le terme de relocalisation qui est, c'est pas on se protège pas de l'extérieur, simplement on veut relocaliser et donc c'est en positif et voilà. Et ça n'a rien à voir avec l'indépendance économique non plus? Ou est-ce que ça a à voir pour toi? Alors, c'est l'indépendance économique dans le sens où nous pouvons avoir le levier, enfin la possibilité d'imposer telle et telle règle de production. Ce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus, en fait, à travers les accords de libre-échange, etc. Donc, c'est la capacité, à un moment donné, en tant que citoyen, de voter pour et d'élire, par exemple, un gouvernement qui pourra dire, voilà, moi, je ne veux plus qu'il y ait des aliments consommés qui ont été traités avec des pesticides. Voilà, c'est ça. Et à partir du moment où vous relocalisez, effectivement, vous redonnez la possibilité au pouvoir public de le faire. Voilà. Mais c'est aussi rapprocher le consommateur et le producteur, et une possibilité aussi de court-circuiter les multinationales. Voilà, il y a tout un tas de. Et la dernière chose, c'est la socialisation. Et là, ça répond précisément à l'enjeu démocratique, notamment. Oui, mais aussi à l'écologie et la dite gauche molle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a besoin de resocialiser, c'est-à-dire de faire reculer la frontière de l'économie de marché. La gauche sociale et politique n'a connu que des échecs depuis un long moment, très peu de victoires. On cite toujours le non au traité constitutionnel européen et l'abandon du CPE en 2005 comme les dernières grandes victoires. Toi, tu as une lecture un peu plus optimiste, c'est assez plaisant à te lire quand tu en parles, parce que tu rappelles que les mobilisations sociales, écologiques, des fauchages d'OGM en passant par l'aéroport Notre-Dame-des-Landes ou Europacity à Gonesse, même l'affaire du siècle, qui est une grande victoire, ont été des mobilisations victorieuses. Est-ce que, je vais ramener un côté moins optimiste que le tien, mais est-ce que justement c'est pas ça le problème de la gauche, précisément, c'est de ne s'illustrer qu'en s'opposant, en étant contre? Voilà, déjà, je crois que c'est pas que des contre. Si tu prends Notre-Dame-des-Landes, en fait, tu as aussi toute la configuration de nouvelles manières de faire, d'être ensemble, de faire société. À travers la ZAD. Dans l'affaire du siècle, ils ont mis en avant aussi tout un tas de revendications en positif. Donc à chaque fois, il y a des alternatives mises en avant, quoi. Donc pour moi, on n'est pas que dans la résistance du tout, quoi. Voilà. Et après, c'est-à-dire que ça participe de la ZAD Notre-Dame-des-Landes, par exemple, participe de présenter dans l'opinion publique, ou en tout cas dans le débat public, la possibilité d'un autre monde, la possibilité d'autres organisations, d'autres méthodes de fonctionnement, d'autres méthodes d'agriculture, notamment. Bien sûr, voilà, voilà, il y a tout un tas de coalitions qui mettent en avant, voilà, je l'ai dit, pour plus jamais ça, le plan de rupture. Je pourrais parler, moi, d'un collectif que je connais bien, qui est le collectif pour une autre PAC. Voilà, on retrouve une quarantaine de grandes organisations, samedi, voilà, et qui d'une autre politique agricole commune, qui là, voilà, dresse de manière très claire ce qu'il faudrait faire pour une autre politique agricole commune. Je veux dire, il y a de quoi puiser dans les mouvements sociaux tout un programme, voilà. Et d'ailleurs, fort heureusement, quand même, des partis politiques s'en saisissent, voilà. Mais peut-être, à mon avis, on pourrait aller encore beaucoup plus loin dans le fait qu'ils s'en saisissent, voilà. Et moi, une dernière chose que j'aimerais mettre en avant, qui me semble très importante dans les mouvements sociaux, c'est pas seulement les idées mises en avant, c'est ce que j'appelle la complémentarité des tactiques. C'est que là, il y a vraiment un éventail qui s'exprime. Du lobbying, plaidoyer, jusqu'aux manifs syndicales classiques, jusqu'au sabotage, jusqu'au piquet de grève, jusqu'au jet de robe d'avocats, etc. Enfin, tout ce qui s'est fait, par exemple, pendant le mouvement des retraites, c'était absolument génial. Et pour le coup, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas ah oui, regarde, ils font ça comme action, c'est mal. Il y avait vraiment l'idée qu'on était riche de notre diversité de tactiques, quoi. Et ça, je trouve que... Enfin, moi, j'ai trouvé que pendant le mouvement des retraites, il y a eu un grand pas qui a été fait de complémentarité et de respect des tactiques de chacun, en se disant finalement, chacun joue dans son registre, mais on attaque la même cible. Voilà, et c'est pour ça que je parle dans le bouquin, moi, des 3 stratégies à assumer d'Eric Olin White, c'est-à-dire stratégie symbiotique de participation critique aux institutions, voilà, la stratégie interstitielle qui est celle, pour moi c'est celle des archipels d'Alain Damasio, quoi, c'est-à-dire on crée
sortes de bulles, mais pas que des bulles, des façons de vivre autrement en société. C'est les ZAD, les AMAP, les monnaies locales, etc. Et puis la stratégie de rupture, qui est celle de la confrontation, par exemple, des gilets jaunes, quoi. Et ben c'est tout ça qui fait. On ne sait pas quelle stratégie va l'emporter, peut-être toutes d'ailleurs. Donc autant les poursuivre toutes, quoi. Voilà. Encore une question quand même qui avait à voir avec ce que je te posais et qui n'était pas très optimiste, mais tu vas nous répondre sur un ton optimiste. Mais je ne sais pas si tu te souviens, au moment des commémorations, de l'anniversaire des 50 ans de mai 68, il y avait le philosophe Geoffroy de Lagrange qui avait dit que la gauche était empêchée par ce qu'il appelle une sorte de nostalgie des révolutions passées. Pour lui, on se réfère beaucoup trop, ou en tout cas la gauche se référait beaucoup trop au passé, à la Révolution française, à mai 68. La gauche voudrait sans cesse refaire le Front populaire, refaire les grèves de 95. Est-ce que tu partages ce constat sur la nostalgie, le c'était mieux avant, et finalement, est-ce qu'il n'y a pas un peu de conservatisme dans les gauches? Alors moi, je le sens pas Alors, en tant que, pour le coup, je veux dire, j'ai quand même été au cœur d'un certain nombre de luttes et aux responsabilités en termes d'organisation de beaucoup de choses, quoi, depuis 10-15 ans. Je le vis pas du tout comme ça. C'est-à-dire que Toi, tu parles depuis le mouvement social, mais oui. lui, il parlait plutôt du côté politique, là, pour la peine. Ah, parce que oui, dans d'accord. les politiques, Bah, dans la oui. manière de faire de la politique, justement, quand tu parles de nouer des liens, de faire des archipels ou le bloc arc-en-ciel, est-ce que le problème, il n'est pas aussi culturel sur le fait qu'il y a une gauche institutionnelle qui reste profondément ancrée dans le passé? Bah, ça rejoint ce que je dis, c'est qu'il faut irriguer. Il faut irriguer ces partis politiques, ces forces électorales, de ce qui se passe dans la gauche sociale quelque part. Parce que pour moi, la gauche n'est pas que celle des partis politiques d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut se dire que la gauche est en forme en fait. Simplement, il ne faut pas la résumer à ce qui se passe sur le plan électoral. Et moi, j'ose espérer que tout ce qui se passe dans les mouvements sociaux, tout ce que aussi des liens qu'on a tissés ces dernières années, y compris avec un certain nombre de forces politiques. Moi, je pense que voilà, tout ça va dans le sens d'une hybridation, non, parce que je tiens à cette autonomie des orgas et du mouvement social. Je rappelle, moi, l'affaire de Syriza, de Tsipras au pouvoir, qui a finalement aspiré les mouvements sociaux et qui finalement fait n'importe quoi. Bon, enfin, en tout cas, trahit son camp. Donc je dis attention, il faut garder des mouvements sociaux autonomes, quelle que soit la gauche qui arrive au pouvoir. Mais je pense que voilà, il y a la possibilité, et même ça se fait, je pense, petit à petit, d'irriguer ces partis. Mais je pense que ça se fait évidemment pas suffisamment, sinon il n'y aurait pas ce paradoxe de mouvements sociaux, créatifs, etc. Et finalement, sur le plan électoral, de quelque chose qui, pour l'instant, en tout cas, ne donne pas l'espoir qu'on aimerait avoir. Tu dis que la gauche est en forme, d'autres disent que la France est à droite. Qui a raison? La France est à droite? Mais je pense que dire que la France est à droite arrange la droite. Mais voilà, j'affirme, je suis convaincue que c'est faux. Du point de vue des idées, du point de vue de la gauche prise au sens large, voilà, tout l'enjeu maintenant, il est de renouveler ce qui se passe sur le plan électoral. Voilà. Elle a encore une chance de victoire, la gauche, ou la gauche et les écologistes, d'ici 2022? Je l'espère. Voilà, je l'espère parce que je pense qu'il faut pas faire l'impasse sur 2022. Mais je crois aussi qu'il y a une reconstruction longue de la gauche. Donc évidemment, on peut pas faire l'impasse sur 2022. Et je parle pas que des présidentielles. Je pense qu'il y a des législatives qui sont très importantes. Voilà, parce que aussi la présidentielle, voilà, faut pas tomber complètement dans le piège. Il y a aussi ce qui se passe, voilà, dans les législatives. Et après, il y aura un travail de long terme à opérer, et j'ose espérer qu'il se déclenchera encore plus qu'aujourd'hui. Et alors, ça va être quoi le déclencheur, Aurélie, sur la construction d'un bloc arc-en-ciel, par exemple? C'est quoi le calendrier? On a envie de connaître le calendrier quand tu écris ce livre. C'est quoi les étapes? À quelle heure on prend rendez-vous? Qui se rencontre? Qui prend l'initiative de mettre les gens autour de la table? Je pense que c'est compliqué. Est-ce que c'est la mobilisation sociale, la mobilisation de rue qui va permettre le débouché d'une gauche arc-en-ciel ou... Si je te disais il faut appuyer sur tel et tel bouton, pas bouchon, tel bouton, ça serait contradictoire avec tout ce que je viens de raconter, parce que justement je pense que ça va venir de plusieurs endroits. Quand je dis qu'il y a plusieurs stratégies possibles et sans doute qui vont se complémenter, voilà, je pense que le renouvellement de la gauche, il va venir et de ce qui se passe actuellement dans les appareils politiques et de ce qui se passe actuellement dans les mouvements sociaux et de notre capacité à faire ensemble à des mouvements donnés quand même. Voilà. J'ai une dernière question pour toi, Aurélie.
Tu dis dans ton livre qu'en tant qu'enseignante et chercheuse, tu pourrais te cantonner à ton rôle d'intellectuelle. Alors tu fais déjà plus parce que tu es présente dans les mobilisations sociales, ça c'est sûr, mais aussi dans les combats politiques. Mais quand est-ce que tu franchis le pas, toi, faire de la politique? Je sais, tu vas me dire, c'est pas Je comme ça fais de qu'on la raisonne, on fait. politique. Alors, je vais alors avoir un mandat électoral. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu en as envie et pourquoi faire? Pour l'instant, je vais te dire, je suis porte-parole d'Attaque. Donc, tant que je serai porte-parole d'Attaque, je me tiendrai au rôle de Mais porte-parole tu es d'accord qu'il d'Attaque. faut qu'il y ait des modèles à un moment donné, tu dis, que Oui, pour qu'il y ait des passerelles, ou en tout cas pour que ce bloc se bah, je constitue, l'exclus. c'est que Bah, je il faut qu'il y ait l'exclus deux. pas quand j'aurai plus porte-parole là, bien sûr, parce que c'est cohérent avec ce que j'écris, quoi. Voilà. Mais à condition qu'il y ait une force politique. Moi, je prône la convergence et ce bloc arc-en-ciel. Donc, il faut aussi qu'il y ait une force politique qui ressemble à ça pour que je m'y retrouve. Voilà. Mais je tiens au respect pour l'instant de mon mandat. Voilà. Entendu. Merci beaucoup Aurélie. On se retrouve ce Merci. soir, je crois. Merci. Ce soir. À ce Ah, soir. pardon. Ce Ce soir, soir, on se bien retrouve. évidemment. J'aurai le plaisir d'animer une rencontre entre Oui. toi et Edoui Plenel, le président fondateur de Mediapart, qui publie lui aussi un livre aux éditions de la Découverte, À gauche de l'impuissance. C'est ce soir au lieu dit à 19h. Exactement. Et tout le monde est bienvenu. Voilà, on vous Voilà. attend nombreux. Merci Aurélie. À bientôt. Merci Pierre.